Bonjour Julie, je suis ravie de t'accueillir ici. Bonjour Perrine, merci de m'accueillir et d'ouvrir la parole aux femmes comme nous pour raconter nos histoires qui sont un petit peu particulières. J'ai 32 ans, je suis la maman de deux formidables enfants. J'ai un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Evan et une petite fille de 3 mois qui s'appelle Eden. Donc, euh, voilà, première grossesse très attendue, donc à la fin de mes 29 ans, qui a mis longtemps à s'installer. C'était un... Pardon, j'ai beaucoup d'émotions. Ah ben ça va, ça va être folklore, qui a été très attendue. Voilà, c'était vraiment une grossesse précieuse. Et dès le début, moi qui rêvais d'une grossesse complètement physiologique et normale, comme toutes les femmes, on m'a un peu collé une étiquette de grossesse pathologique parce qu'on a découvert que j'avais de l'endométriose. Voilà, donc de suite, on m'a parlé de choses très techniques, de m'inscrire dans une maternité de niveau 3. Donc, c'est ce que j'ai fait en tant que bonne élève. Première grossesse, j'écoute la gynéco, je m'inscris dans la mater. Les gynécologues décident pour moi de faire un suivi en maternité et pas avec une sage-femme libérale. Ok, très bien. J'accepte. Je suis un peu déçue du suivi parce que tous les mois, je rencontre un gynécologue différent. Alors, je me dis, bon, c'est top parce que le jour de la naissance, je verrai forcément quelqu'un que j'ai déjà vu, mais c'est perturbant de devoir tout répéter depuis le début, à chaque rendez-vous. Voilà, les mois passent et j'ai l'impression de tout reprendre depuis le début à chaque rendez-vous. Je trouve que je ne suis pas très bien suivie, pas très bien soutenue. À côté de ça, je fais une prépa à la naissance, yoga et sophrologie, pas loin de chez moi. Bon, c'est pas fantastique, mais c'est bien. Ça me permet de me relaxer quand même. Et arrive donc la fin de grossesse ou après, voilà, après tout, après ces mois de stress, voilà, où on me parlait de pas forcément me laisser accoucher par voie basse, vu que au deuxième trimestre, on me dit que j'ai un placenta bas recouvrant, bas inséré recouvrant. Bon, finalement, tout d'un coup, 8 mois de grossesse, tout s'arrange, un accord pour voie basse, bon ben nickel. J'arrive à presque la fin de ma grossesse, donc à 38 semaines et 5 jours exactement, mais le 14 juillet, il y a 2 ans. Et là, en plein après-midi, je perds les os, donc moi, trop contente, ça y est, ça commence. Et pas de contraction. Bon, bah, je laisse passer le temps, même si j'étais pas trop renseignée à l'époque, parce que j'avais quand même beaucoup lu sur la grossesse, mais a posteriori, je vois que pas du tout sur la physiologie de la naissance, j'étais pas du tout assez renseignée. Et je pense que je n'ai pas posé les bonnes questions autour de moi, vu qu'il y avait eu quasiment que des naissances voilà, sous péridurale, à part ma mère qui avait eu 3 grossesses, donc on est trois filles. Elle a eu la péridurale pour aucune de ses grossesses, mais voilà, elle nous dit là, oui, ça fait mal, mais ça se fait. Bon, ok. Et donc le lendemain, donc je suis quand même allée à la maternité parce que ça faisait un moment que j'avais perdu les os et qu'il se passait rien. Donc là, bon, on me dit, ah, mais on vous garde, il va falloir vous déclencher. Donc les heures passent, le travail ne commence pas, moi je commence à me stresser. Forcément, pas de bulle, pas d'ocytocine, pas de travail. Donc je finis par être déclenchée et là, ben, je vis ma meilleure vie sur mon ballon, mes contractions, c'est la joie, je suis en plénitude, j'accueille chaque vague. Enfin, franchement, je douille, mais c'est une sensation merveilleuse. Et comme je n'étais pas assez préparée, mon mari non plus, et je lui en ai beaucoup voulu pendant vraiment des mois, si je peux pas dire au moins un an, voire des années, vu que j'ai continué à lui reprocher pendant ma deuxième grossesse, donc de ne pas m'avoir soutenue, de m'avoir dit des choses comme ah ben maintenant tu la veux la péridurale, en fait ça fait mal. Mais parce que lui non plus n'avait jamais assisté, jamais entendu de récit d'accouchement physiologique sans péridurale, donc il ne savait pas quoi dire, il ne savait pas comment être là pour moi.
Et moi, je n'ai pas su, voilà, je n'ai pas su non plus comment me mettre dans ma bulle. J'étais très certainement trop stressée, trop ancrée dans mon cerveau, voilà, cerveau de femme civilisée. Et quand on m'a passé en salle de naissance 15 heures plus tard, où j'avais mes contractions de l'espace et qu'on m'a dit l'anesthésiste arrive, j'ai dit bon, ben d'accord. En fait, on ne m'a même pas dit est-ce que vous voulez la péridurale. On m'a dit l'anesthésiste arrive. On m'a posé une péridurale je sais pas, on a dû me piquer 4 ou 5 fois tellement il n'arrivait pas à faire rentrer leur aiguille dans mon dos. Finalement, on m'a piqué très bas. Bon, j'ai été soulagée, j'étais contente, hein, je ne vais pas dire le contraire. La dilatation se fait, le bébé regardait vers les étoiles. Donc, on me fait mettre dans des positions, machin. Bon, on me dit, ah, ça va, ça fonctionne. Allez, on attend, on laisse le bébé descendre, vous allez pouvoir pousser. Le temps passe, ça devient très long. Moi, je commence à plus trop supporter, je pense, le produit de la péridurale. Et après, bon, vient le moment de pousser. Et je pousse. Bon, ben, le bébé il ne descend pas. Clairement, ce n'était pas son moment pour sortir. Encore une fois, je n'étais pas préparée, je ne savais pas, mais bon, c'est pas grave. Donc je pousse, moi j'étais contente, ça y est, on me dit qu'on voit les cheveux. Bon, ben c'est super, c'est la fin, ça arrive. Et en fait, rien ne se passait. Voilà, le bébé vraiment ne descendait pas. Alors, je n'ai plus les termes exacts parce que dans la folie du moment, je ne sais même pas si on m'a bien expliqué. Il y a une partie dont je me suis rappelée peut-être 1 an après la naissance, donc maintenant je l'ai dans des souvenirs. Il y a eu un moment où une sage-femme est venue me dire, enfin, est venue me poser des questions par rapport à la césarienne, ce que j'en pense, c'est parce que j'étais très fatiguée, le bébé commençait à fatiguer. Et à première vue, enfin, voilà, où j'ai dit que non, non, je voulais pas en entendre parler. Donc, ok, on continue, on pousse, on pousse. Et finalement, ils appellent le gynéco parce que le bébé ne sort pas. La gynéco me fait des versions manuelles. À ce moment-là, la péridurale ne fait quasiment plus effet. Moi, j'étais très contente parce que ça y est, les sensations revenaient. J'allais avoir mon accouchement plus ou moins physio. J'aurais peut-être pas dû refuser qu'on me remette la péridurale. J'ai dit non, non, ne rappelez pas l'anesthésiste, je veux pas de nouvelles poches. Donc les sensations revenaient de façon très intense. Et la gynéco n'y arrive pas. Elle essaie d'utiliser les spatules pour aider mon fils à sortir. Rien. Ils appellent un deuxième gynéco et ils me disent, ne vous inquiétez pas. Avec lui, si votre bébé doit réussir à sortir, il sortira. Bon, moi, je me dis, c'est le sauveur, c'est le Messie qui arrive. Et il me fait affreusement mal. J'ai l'impression qu'on me déchire tellement les spatules me font mal. Il me retourne aussi plusieurs fois manuellement le bébé. Donc, il regardait toujours vers les étoiles pour le mettre dans une meilleure position et rien n'y fait. En fait, il sort des spatules, il se retourne, il avait sa position à lui et en fait, on essayait de le bouger. C'était pas la bonne chose. C'est moi qui aurais dû bouger, qui aurais dû me mettre dans une autre position. Ça ne m'a pas été proposé et je n'ai pas eu le réflexe de le faire, étant sous péridurale. Et à ce moment-là, j'étais en panique parce que je commence à comprendre que quelque chose n'allait pas très bien. Il y avait déjà plus de monde dans la salle et j'arrivais plus à pousser, j'avais trop mal. Donc bon, je pense que j'étais presque en train de pleurer, donc je demande à faire revenir vite l'anesthésiste parce que j'ai trop mal, j'y arrive plus. Le gynéco me dit bon, j'essaie une dernière fois, mais je vais vous faire une épisiotomie si j'arrive à le faire sortir. Et je dis non, non, j'en veux pas. Il me dit si, si, parce que vous allez vous déchirer. Donc là, je me sens un peu dépossédée aussi de mon corps. Où je me dis ah, je viens de lui dire non. Il me dit si, je vais quand même le faire. Bon, là, ça commence à plus trop aller. Je panique. Je vois que les monitos, c'est pas bon. Le cœur du bébé qui descend. Moi, j'avais la tension. Je sais même plus à combien, mais j'avais le cœur qui allait à 1000, ça n'allait plus du tout. Et là, j'entends, je suis désolée, madame, on part en césarienne, code orange, allez, on y va. Et donc là, bon, c'est le drame absolu. Dans la césarienne, en théorie, enfin, en pratique, pour eux, se passe bien. Hein. Mon fils sort, il ne respire pas, donc on me le présente rapidement. Moi, quand je l'ai eu sur moi, j'ai juste pensé, enfin, c'est fini. Voilà. On m'a volé mon accouchement, je n'ai même pas profité de sa naissance. Voilà. C'était juste enfin fini. On a arrêté de mettre des mains dans mon corps, on a arrêté de me toucher, on a arrêté toutes ces violences. Ça a été vraiment.
très traumatisant cet accouchement. Et bien entendu, ben, j'ai fait une dépression postpartum, hein, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Mais voilà, j'ai créé un lien très fort avec mon fils et c'est l'allaitement. Je me suis raccrochée à l'allaitement vu que c'était quelque chose qui me tenait aussi vraiment à cœur. Et je m'étais dit un minimum 6 mois. Et finalement, au bout de 2, 3 mois, je me dis non, non, ce sera minimum un an. Et arrivé un an, c'était non, 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 minimum 2 ans, voire l'entrée en maternelle ou juste non, pas de co-allaitement. Voilà, c'était ça ma limite. Donc, je me suis remise tant bien que mal. Au bout de 7 mois postpartum, j'ai repris le travail, mais ça n'allait pas. Et quand mon fils a eu, juste avant qu'il ait un an, l'endométriose a commencé à revenir en force. Et mon mari m'a dit, mais et si tu arrêtais la pilule en fait, parce que on va peut-être mettre 2, 3 ans à avoir un deuxième enfant et autant arrêter la pilule maintenant et on laissera cette fois-ci la nature faire les choses tranquillement. Et je lui ai dit, bon, d'accord. Mais il se trouve que pour les 1 an de mon fils, j'avais mes règles et 2 semaines après, j'étais enceinte. Donc voilà, je crois que j'ai appris que j'étais enceinte le jour où il a marché tout seul. Donc voilà, il avait même pas 13 mois. Et, et là, pour moi, c'était d'un côté très magique de me dire waouh, euh, quelqu'un est venu s'installer là et venir me guérir de nouveau de mon endométriose avant que ça prenne trop de place et que ça m'empêche peut-être d'être à nouveau mère. Mais ça va m'obliger à traiter ce que je n'ai pas traité parce que j'étais encore dans une détresse assez grande et c'était assez noir quand même la vie. Je trouvais la vie quand même assez noire. Et donc, je me suis dit, bon, dans l'état actuel des choses, je suis incapable de survivre à un deuxième postpartum. Donc, je vais devoir consulter un psychologue, faire quelque chose. Et tout le premier trimestre, j'ai consulté un psychologue pour voir, pour essayer de mettre le doigt vraiment sur le souci, sur déconstruire tout ce traumatisme d'accouchement, parce que bien entendu, après avoir une césarienne, de grossesse plutôt rapprochée, où il y aura moins de 2 ans entre les deux accouchements, on me dit, mais Julie, il faut s'inscrire de nouveau dans une maternité de niveau 3 parce que ce sont les seuls qui acceptent les déclenchements sur utérus cicatriciel. Sinon, ce sera césarienne directe. Ok, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je me réinscris dans la même maternité parce que je suis bête et disciplinée. Mais en fait, ça me provoque des crises d'angoisse horribles et je ne dors pas. Et je me dis que je préfère mourir que d'aller accoucher de nouveau à l'hôpital. Et je me dis, non, il faut faire quelque chose. Là, je me rappelle que ma mère, un jour, vient boire un café chez moi et je me mets à pleurer. Je lui dis, mais ce serait que de moi, j'accoucherai à la maison. Et elle me dit, non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça, non. Parce que dans ma famille, voilà, il y a ma grand-mère maternelle a eu son premier enfant à la maison. Et c'est resté dans notre mémoire de famille comme un accouchement dur où elle a failli mourir, où son bébé a failli mourir. Donc l'accouchement à domicile est quelque chose de dangereux. Voilà ce qui m'a toujours été véhiculé. Et moi, je pense pas comme ça. Je me dis qu'avant, elles accouchaient toutes à domicile, même dans les cavernes, hein, les femmes préhistoriques. Et si on est autant de milliards d'humains sur Terre, c'est que les femmes savent accoucher. Donc, ça continue quand même de faire son chemin dans ma tête parce qu'entre-temps, j'ai une amie qui a accouché à domicile, accouchement non assisté. Et voilà, ça trotte dans ma tête parce que je suis en détresse totale. Entre-temps, la femme de mon cousin accouche, elle avait eu une césarienne pour son premier, césarienne pour le deuxième. Je suis dévastée. Je me dis, mais le schéma se répète, ça veut dire que ça va faire ça pour moi aussi. Je suis persuadée que si je mets un pied à l'hôpital, mes contractions vont s'arrêter, je vais être trop stressée, je n'accoucherai pas, donc je revivrai la même chose. Et juste l'idée qu'on puisse me toucher, ça me terrifie. Donc, le deuxième trimestre de grossesse, c'est un trimestre où je suis révoltée et où je me mets à lire, à m'informer. Voilà, sur vraiment la physiologie de la naissance. Je remue ciel et terre pour trouver un autre endroit où accoucher. Donc, les maisons de naissance, on me dit non parce que j'ai eu une césarienne.
Les plateaux techniques, on me dit non, c'est trop tard, on n'a plus de place. Les sages-femmes qui font les accouchements à domicile, ben non, vous avez une césarienne. Et je me dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas retourner à l'hôpital, j'y retournerai pas. Et le temps passe, je commence à faire quand même un projet de naissance, donc pour l'hôpital. Et je suis dans la confrontation. Vraiment, toutes mes phrases commencent par des non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, ne faites pas ci, ne me dites pas ça. Et ma sage-femme libérale qui me suit me dit, Julie, c'est quand même très... Voilà, on sent beaucoup de colère. Et je lui dis, oui, oui, je suis en colère, je ne veux pas qu'on me touche. Et j'en parle aussi avec mon mari qui comprend mon souhait d'accoucher sans péridurale, mais qui ne comprend pas tout ce qu'il y a autour et l'enjeu vital qu'il y a pour moi. Jusqu'au jour où on est dans la cuisine et une dispute mais énorme éclate et où je lui dis que de toute façon, il ne me soutient pas et que comme il ne me soutient pas réellement dans mon projet, je n'ai pas confiance en lui. Et donc, son hôpital, il peut se le mettre là où je pense, je n'irai pas, j'accoucherai chez moi. Et que s'il n'est pas d'accord et s'il n'est pas content, eh bien, il peut partir de la maison, la porte est grande ouverte, je ferai ce que je veux, c'est mon corps, personne ne me touchera. Et donc là, bon, grosse dispute, bien entendu, mais je lui dis, la décision est prise, j'accoucherai à la maison. Je pense que pendant 2, 3 heures, on ne s'est pas adressé la parole. Lui, je l'ai beaucoup vu sur son téléphone et en fait, il était allé chercher des données scientifiques. Voilà, il est très carré. Il a vu que ce n'était pas si risqué que ça d'accoucher à la maison. Et on a discuté, voilà, le soir, mon fils était couché. Et il m'a dit, ah ok, d'accord, si tu veux un accouchement physiologique, ok, mais moi je ne me sens pas de le faire tout seul. Donc tu trouves une sage-femme pour accoucher à la maison et ok, je te soutiendrai dans le projet. Bon, ben moi il faut que je continue de remuer la terre et le ciel parce que tout le monde m'a dit non. Donc je finis par en discuter avec une copine qui habite de l'autre côté du pays et qui me dit, attends, j'ai une copine dans la même ville que toi qui a accouché, elle avait des sages-femmes physio, attends, je te donne les contacts. J'appelle, bien entendu, on me dit non, je suis désolée, c'est un AVAC, donc pas possible de te suivre. Ma collègue refuse les accouchements, voilà, les AVAC à domicile, mais par contre, si tu veux, on peut se rencontrer, je peux rencontrer ton mari pour la préparation physiologique à l'accouchement, pour que tu puisses accoucher à l'hôpital sans péridurale et que ton mari soit vraiment soutenant. Je lui dis, bon, d'accord, écoute, qu'est-ce que, qu'est-ce que je risque? Donc, je prends rendez-vous pour 2, 3 semaines après. J'en parle à mon mari. Il est moyennement chaud, mais il me dit, bon, ben, ok, on va y aller. Entre-temps, je lui fais voir le documentaire Faut pas pousser de Nina Nar. Et là, alors déjà, il y a une petite révolution interne. Bon, moi aussi, mais je connaissais déjà les données. Je n'avais juste pas vu de film. Et là, il se dit, ah non, mais en fait, c'est comme une banque, les accouchements, c'est une question d'argent, c'est une question de patriarcat, une question de pouvoir sur les femmes. Et je lui dis, bah oui, oui. Et il comprend de plus en plus et il voit dans le film un accouchement à domicile et il trouve ça assez fantastique. Il me dit, OK, franchement, ça m'intéresse, mais voilà, tout seul, non. Il nous faut une sage-femme. Donc, entre-temps, moi aussi, je me mets en relation avec une doula. Au début, il me dit pourquoi pas, mais quand il se rend compte que ce n'est pas du personnel médical, il revient en arrière, il me dit que non, ça ne l'intéresse pas. Bon, j'abandonne la doula et on va rencontrer notre sage-femme physio en centre-ville. Et bien entendu, force de persuasion que j'ai parce que je n'en démordais pas, elle accepte de nous suivre pour un accouchement à domicile. Alors qu'elle avait dit non au début, mais je la fais changer d'avis. Mais elle me dit, la seule condition, c'est que je suis toute seule. Donc si je ne suis pas présente parce que je suis déjà sur un accouchement ou si ça tombe sur ma semaine de vacances, ben, je ne serai pas là. Ok, d'accord. C'est quand ta semaine de vacances, une semaine avant mon terme, aucun risque. J'ai accouché à 38 plus et quelques pour mon premier. De toute façon, ils se sont trompés quand ils ont estimé mon terme. J'aurais accouché bien avant, il n'y a pas de souci. Donc, on fait plusieurs rendez-vous avec elle. Mon mari est enchanté. Elle nous donne le contact d'une doula qui est d'origine d'Amérique latine, comme mon mari. On la rencontre, elle vient 2 fois à la maison, c'est génial, vraiment, j'ai un cocon qui se crée, toutes les étoiles sont alignées. J'ai ma sage-femme pour mon AAD, j'ai une doula.
mon mari aura quelqu'un avec qui parler en espagnol le jour J, parce que je sais que autant quand on est énervé que quand on est dans une émotion intense, notre langue maternelle est très forte. Donc, c'est super. Moi, je continue de me renseigner. Je lis La naissance en BD, J'accouche bientôt, Que faire de la douleur, La naissance naturelle. Vraiment, je me nourris de récits, de récits, de récits. C'est génial, c'est extraordinaire. Et mon terme approche, 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 et je n'accouche pas. Et je vois que ma sage-femme va bientôt partir en vacances. Et on continue d'avoir des rendez-vous avec elle. Je vais revoir moi ma sage. Ah oui, bah, bien entendu, hein, moi pour accoucher, bien entendu, les tisanes de feuilles de framboisier, je les prends toutes, les tisanes de feuilles de sauge, je fais l'acupuncture, je vais voir un ostéo pour le bassin. Vraiment, je fais tout ce qui est possible et inimaginable pour être sûre que mon corps va bien, qu'il sera préparé, qu'il ne me lâchera pas. J'ai aussi vu plusieurs fois une kinésiologue d'ailleurs Oui, on a travaillé avec elle sur le lâcher-prise, vu que c'était ça. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de tout contrôler. Et là, elle me dit non, il faut que tu arrêtes, il faut lâcher prise. Ça a été assez long, mais j'ai réussi. Et quand j'ai enfin réussi à lâcher prise, c'est là où j'ai profité de la fin de ma grossesse et où justement j'ai vu que tout s'alignait. Et arrive le 1er mai, où j'étais très stressée ce jour-là parce que ma sage-femme, ça y est, elle était partie en vacances. Et moi, je sentais que j'étais vraiment en fin de grossesse. Il me restait 8 jours pour arriver à terme. Donc, j'avais déjà dépassé d'1 semaine le terme que j'avais pour mon fils quand il est né. Et voilà, je me bloquais. Je me bloquais parce que mon mari commençait à me reparler d'hôpital et j'étais là, mais non, c'est pas possible en fait. Je ne mettrai pas un pied à l'hôpital, je préfère mourir. Tu as compris que je. Il me dit, oui, mais s'il se passe quelque chose, je lui dis, non, il ne se passera rien. Et je saurais reconnaître, parce que j'avais quand même discuté avec la gynécologue à l'hôpital où je lui avais dit, si vous me voyez, vous me verrez pour pousser, pas avant. Donc, expliquez-moi ce qu'est une rupture utérine, quelles seront les sensations qui doivent m'alerter pour que je puisse venir. Mais sinon, voilà, j'ai un souhait d'accouchement vraiment physiologique, donc je ne veux pas venir trop tôt. Et voilà, bon, je lui disais donc à mon mari, tu peux me faire confiance. Je te dirai quand ça n'ira pas. Je te promets que je ne te mentirai pas. Et donc cette journée-là, voilà, on est tranquille. Bon, c'est un jour férié, on fait pas grand-chose, on est dehors, on profite du jardin. On va faire une sieste et j'ai mon amie donc, qui avait accouché à domicile qui m'envoie son récit de naissance et je peux enfin lire son récit, 26 pages de récit avec tous les détails d'un accouchement à la maison. Et à la fin du récit, vraiment, je termine de le lire et j'ai une contraction. Et je me dis, ah, toi, tu as compris que j'avais besoin de lire ça. On se réveille de la sieste, mon mari se réveille, voilà, un peu après moi. On discute et il me dit, écoute, détends-toi, on va le faire, cet accouchement à la maison. On voit comment ça se passe. Si on voit que ça va pas, on partira à l'hôpital, la valise de naissance est faite et sinon on reste. J'ai dit, ok. Fin de journée, on couche notre grand bébé. Et voilà, on commence à se mettre devant une série, mais je sens il faut que je dorme. J'ai pas, alors que j'adore cette série, je me rappelle plus là ce que c'est, mais non, j'ai besoin de dormir. Je me fais une bonne petite sieste, un bon repas. Je me réveille, on regarde la télé un petit peu plus tard dans la soirée. Et là, 23h10, 23h15, je sens une contraction. Et ça me met la puce à l'oreille. Je me dis, bon, en même temps, je suis presque à terme. C'est pour bientôt. Une contraction, deux contractions, trois contractions. Elles sont vraiment espacées de 10-15 minutes. Donc, on n'y fait pas trop attention. Mais je lui dis, il faudrait peut-être qu'on aille se coucher parce que si je dois coucher demain ou après-demain, ce serait bien que je sois en forme quand même. Donc, on va au lit. Et là, je sens que quand même, ouais, toutes les. Je sais pas en fait parce que je ne compte pas. Mais je sens que ça se rapproche. Et j'ai du mal à rester couchée, je me tortille dans tous les sens et il faut que je me mette debout. Bon, ben, je me mets debout, je sors du lit et donc mon mari il prend son téléphone et je vois qu'il compte les contractions. Et je lui dis, bon, et au bout d'un moment, mais ça fait vraiment un moment, il est un peu plus de minuit, minuit et demi. Je lui dis, alors, il dit, ben écoute, tes contractions, elles durent presque 1 minute et elles sont toutes les 3-4 minutes.
Je dis, ah, mais c'est rigolo, c'est maintenant qu'il faudrait partir à la maternité, en fait, mais parce que c'est ce qu'on nous dit quand elle dure environ, voilà, cette plage-là, il faut partir, mais bon, non, c'est pas le moment, ça doit être du faux travail, mais je lui dis quand même, je suis quand même confortable, je vais aller au salon. Donc, je vais au salon. Et ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, mais notre doula, finalement, quand notre sage-femme est partie en vacances, elle m'a envoyé un message en nous disant ben, maintenant il va falloir se préparer à aller à l'hôpital parce que euh, Madame X, je vais l'appeler Madame X pour sa protection, vu ce que je vais raconter après, vu que Madame X part en vacances. Et ça ne m'a pas plu du tout. De nouveau, des injonctions. Je me suis dit, mais qui tu es, toi, pour me dire, il va falloir que tu prépares ton accouchement à l'hôpital? J'ai dit non, j'ai décidé que j'allais accoucher à la maison, je t'avais prévenu, tu étais d'accord. Donc voilà, ça nous a coupé la confiance qu'on avait en elle. Et donc, même si c'était une personne très gentille, j'avais dit à mon mari, je ne l'appellerai pas. Elle ne sera pas là le jour de l'accouchement. Et il m'avait dit, d'accord, je comprends, j'accepte, je respecte et je suis d'accord avec toi. Si elle doit nous stresser, c'est pas pour ça. Un accouchement à la maison, c'est pour être dans une bulle d'ocytocine. C'est pas pour avoir du stress. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, les contractions commencent et je me dis, je vais gérer toute seule tranquillement. Je vais chercher mon ballon. Je fais du ballon un petit peu au salon. Plusieurs allers-retours aux toilettes. Je me fais, ah, moi, je sens que je me vide un petit peu. Bon, ça doit être vraiment le début. J'envoie un message à mes copines, à mon baby's gang. Voilà, c'est tout mon groupe de copines. Il y a 2 ans, on a eu tous nos enfants en même temps sur une plage de 3 mois. Alors, on est toutes devenues mamans. Et je leur dis, ah les filles, ça commence, envoyez-moi toutes vos bonnes ondes. Et donc, elles me disent, ah, c'est super, allez, Julie, on pense à toi toute cette nuit. Et je laisse mon téléphone et je fais du ballon et je gère comme je peux. Et tout d'un coup, je suis sur mon ballon et je me projette en avant sur mon canapé et je pousse un râle, mais je me dis, oula, ça c'est très animal. Je me retourne, je regarde la box de la télé, il est 1h30. Ouais, il est 1h30, presque 2 heures. Et en fait, j'ai senti que ça poussait à ce moment-là. Et je fais, waouh, c'est quoi ce truc? Et j'ai eu l'impression, alors, maintenant je sais qu'en fait j'ai dû fissurer la poche à ce moment-là, mais j'ai eu l'impression de me faire pipi dessus. Et à partir de ce moment-là, euh, je suis rentrée dans une nouvelle phase donc de travail bien actif. J'ai dû ramper de mon ballon au bas de mon canapé pour faire 50 centimètres pour attraper mon tapis Ikea et le mettre par terre parce que j'étais sinon au sol directement sur le parquet. Et là, en fait, à chaque contraction, ça poussait. Et je poussais. C'était pas comme pour mon premier accouchement où je sentais les vagues monter, arriver au sommet et redescendre. Non, non, là, ça montait, il fallait que je pousse. Et donc, bah, je poussais, moi. Mon corps me dit ça, ok, je fais. Et j'ai attrapé un coussin parce que j'étais tellement fatiguée. Il était 2 heures du matin. Et je m'endormais, en fait, entre chaque contraction, je dormais. Et c'était mais tellement bien. Je rêvais. Et hop, je me réveillais. Allez, encore une contraction. Il fallait pousser, pousser, pousser. Ok, je me rendormais. Il se passe un moment comme ça et tout d'un coup, j'entends mon fils qui pleure et mon mari se lève, il va lui faire un câlin. Et il arrive au salon et là, il me voit couché donc par terre et il hallucine parce qu'il était persuadé que c'était du faux travail et qu'il allait me trouver endormie sur le canapé. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et je lui dis, ah, mais c'est pour cette nuit, en fait, je vais accoucher. Il est là, waouh! Et je dis, ouais, là, il faudrait que tu commences à te bouger. Et en fait, il faut remplir la piscine d'accouchement parce qu'on avait loué une piscine d'accouchement. Il me dit, mais t'es sûre? J'ai dit, oui, oui. Il dit, ok, je vais me doucher. Bah oui, parce que forcément, à 2 heures du matin, il faut se doucher pour être prêt, hein. Donc, il est parti se doucher parce qu'on n'avait que ça à faire. Et après, donc, il a fini de gonfler la piscine et il a rempli la piscine. Et moi, je douillais et je n'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir entrer dans l'eau. Et je me faisais des examens toute seule parce que je ne sais pas, moi, comment on évalue un progrès de travail, mais en mettant juste mon index à l'entrée du vagin, au début, je sentais que j'avais eu quelque chose de dur à 2 phalanges. Donc, je me suis dit que c'était très certainement la tête. Puis après, à une phalange. Et je me suis dit, ah, ben là, en fait, ça va vite. Donc, va peut-être falloir vraiment se bouger. Et entre deux contractions, donc je le fais toucher. Il me dit, ah, ouais, c'est fou. Je dis, ouais, ouais, mais vite, vite, aide-moi.
Vite, il faut que je me mette debout, là, il faut que j'aille à la piscine. Il me dit, mais c'est pas, elle est pas remplie encore. Je dis, non, on s'en fout qu'elle soit pas remplie. On y va, en fait, on y va tout de suite. Et donc, on arrive donc dans la chambre qui sera la chambre de ma fille, bien entendu, quasiment à l'endroit où il y aura son lit. Et donc, je me mets dans cette piscine et c'est génial. J'ai une ambiance tamisée. Je lui demande de la grenadine, donc je bois, je mange des dragibus. Vraiment, j'avais préparé, ça faisait un mois que je préparais une super ambiance. J'avais ma salle physio, ma salle d'accouchement à la maison et j'étais rassurée parce que c'était un endroit connu. Voilà, c'était mon endroit, moi. En plus, c'était la future chambre de ma fille, donc j'étais très zen. Je me mets dans l'eau, ça me fait un bien fou de suite. Je tarde un petit peu à trouver dans quelle position me mettre. Et je finis par me mettre un petit peu accroupie. Hop, je m'accoude à la piscine, et donc ça continue de pousser, de pousser. Et tout va bien, en fait. On se fait confiance. Et moi, à aucun moment, en fait, j'étais consciente de tout parce qu'entre les contractions, quand mon mari me demandait si ça allait, je lui disais oui, je vais très bien, j'ai soif, j'ai faim. En fait, voilà, on arrivait à parler de façon très technique, mais de notre côté, j'étais aussi très centrée sur ce qui m'arrivait, mais je ne me permettais pas non plus peut-être de... Je pense que je ne me suis pas permise de partir loin, de vraiment entrer dans cette phase animale, parce que lui, il n'était pas rassuré d'être seul. Et j'avais besoin qu'il se sente bien pour qu'il ne panique pas. Donc, moi aussi, je restais très centrée et je vivais mon moment d'extase, vraiment, de laisser mon corps faire tout son travail. C'était tellement magique. Bah, bien sûr, j'avais mal, hein, mais la douleur s'arrête entre chaque contraction. Donc, franchement, c'est pas si terrible. On sait que ça dure peut-être une minute trente, je sais pas combien de temps ça durait à la fin, mais c'est quand même assez court une contraction, enfin, c'est ce que je trouvais. Et ben, forcément, le temps passe, et ça commence à être long quand même pour moi. Et je m'examine de nouveau, et je sens que ça y est, il y a la poche qui commence à sortir. Donc, je me dis, ah, j'ai pas percé la poche, c'est super, mon bébé, il va peut-être naître coiffé. Enfin bon, voilà, la partie très technique, très scolaire, qui continue de prendre le dessus. Je me dis, allez, Julie, lâche prise, allez, arrête de penser. Et je continue et ça pousse. Et je laisse faire. Je me dis, ah, petit couronnement, grand couronnement. Mais vraiment, voilà, je vois les phases arriver les unes après les autres. Je me dis que toute cette préparation a servi. J'ai même suivi la préparation de Quantique Mama où tout était très bien expliqué et c'est génial parce que je savais où j'en étais sans avoir besoin de médecin à côté de moi. Je savais où j'en étais et entre les contractions, je sentais ma fille qui bougeait, donc elle allait bien, aucun souci. Voilà, j'ai pas besoin d'entendre son cœur toutes les 3 secondes. Je sais qu'elle va bien. Et ça pousse, et ça pousse, ça pousse, ça pousse, jusqu'à ce que la tête sorte en moitié. Voilà, j'ai senti le cercle de feu sur pas mal de poussées quand même. Mais ça allait parce que je savais que ça n'allait pas non plus durer, ça n'allait pas être infini. Et jusqu'à ce que la tête, là, voilà, quand elle est sortie en moitié et elle a reculé, là, j'ai dit à mon mari, ah, par contre, là, c'est pas possible que ça continue comme ça me fait trop mal. Donc, à la prochaine poussée, je pousse. Donc, reste près de moi, je vais peut-être devoir me tenir à toi. Et en effet, à la poussée d'après, je crois que je me suis redressée, j'ai levé une jambe, j'étais dans la position du chevalier. Ça, on me l'a dit après. Et je me tenais fort en même temps, mon mari, et j'ai poussé, 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 même après la poussée réflexe, et là, pouf, la tête qui sort, oh, et un soulagement, et je me suis dit, ça y est, la plus grosse partie est faite. Oui, encore une erreur, parce que je ne pensais pas aux épaules. Et donc, j'attendais que le bébé fasse sa rotation pour sortir, parce que bah, c'est ça que le bébé, il est censé faire. Et je me dis, ah, il n'y a pas de rotation. Et là, la contraction suivante arrive. Et ah non, bah, avant ça, il faut quand même que je raconte encore autre chose. Parce que je voulais sortir mon bébé toute seule. Et mon mari, donc, il me dit, ah, tu veux la sortir toute seule? Et je lui dis, ah, mais je sais pas, parce que ça a fait très mal quand même la sortie de la tête. Donc, prépare-toi au cas où. Donc, mets les mains dans l'eau. Donc, il met les mains dans l'eau lui aussi.
Et en fait, quand les épaules ont commencé à sortir, là, j'ai crié, je lui ai dit non, ça fait trop mal, les épaules, sors là, sors là. Il l'a juste attrapée quand elle est sortie, et c'est lui qui l'a sortie de l'eau, donc accouchement à 4 semaines, je dirais, ou à c'est de même plus moi et tout mon travail, et donc il me sort mon bébé de l'eau, là, c'est un petit calamar que j'ai senti glisser entre mes jambes, et hop, je l'attrape contre moi, et je mets mon bébé. Et je me dis, ça y est, alors c'est pas fini parce qu'il y a encore le placenta, cet organe oublié. Mais j'ai mon bébé tout chaud contre moi et hop, je m'assieds. J'ai plus mal, tout va bien en fait, je vais bien, c'est fini. Et là, je la regarde et je l'entends miauler, je lui caresse un petit peu le dos et je vois qu'elle respire et elle me regarde et tout va bien. Et je me dis, mais il n'y avait pas de raison d'aller à l'hôpital en fait, parce que mon bébé sait naître et moi je sais accoucher. Et là, je retombe amoureuse de mon mari et je guéris. Je, je me dis que si je n'avais pas eu de césarienne, jamais je n'aurais eu la chance de vivre ce que j'ai vécu. Parce que si j'avais accouché normalement avec péridurale ou sans péridurale, on s'en fout, à l'hôpital, je serais retournée à l'hôpital. Donc maintenant, quand je regarde cette cicatrice qui me fait horreur, je me dis, si tu n'étais pas là, j'aurais jamais connu le bonheur d'accoucher librement, sans personne. Et, et c'est vraiment quelque chose que maintenant, ça m'a fait renaître, ça a fait revivre tout ce qui était mort, tout ce qui était noir depuis la naissance de mon fils, qui reste encore malheureusement le pire jour de ma vie, même si je suis née mère à ce moment-là. Il y a quand même une partie de moi qui est morte quand on m'a volé mon premier accouchement. Et là, voilà, je me suis vraiment sentie renaître, je me suis sentie tomber amoureuse de nouveau. Et c'était mais tellement merveilleux et c'était tellement beau. Et j'étais assise et je lui ai dit à moi, je dis, vite, prends une photo. Et vraiment, je l'ai vite, immortalise ça. Il a filmé. Et, euh, et j'étais trop heureuse et je souris et j'ai une photo sur laquelle mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles parce que, voilà, parce que je l'ai fait, parce qu'on l'a fait, on s'est fait confiance, on a eu besoin de personne et on a mis au monde notre bébé tout seul. C'était c'était magique, c'était vraiment, c'était tellement magique, on était vraiment dans une bulle d'euphorie, on était là, mais on l'a fait. Mais je ne perdais pas de vue qu'il y avait encore le placenta, parce qu'un accouchement ne s'arrête pas à la sortie du bébé, et ça, on ne nous le dit pas, on n'en parle pas. Et comme, voilà, c'est le problème qu'a eu ma copine qui avait accouché à domicile, le placenta n'est pas sorti et elle a fini à l'hôpital. Je savais, voilà, je m'étais renseignée pour que ça n'arrive pas. Donc, voilà, dès que j'ai senti que l'eau de la piscine commençait à refroidir, je lui ai dit, donne-moi mon peignoir, on va sortir, on va aller se mettre au lit. Il faut que je boive, il faut que je mange, il faut qu'on ait chaud. Et mon mari était, ah, mais est-ce que je peux allumer la lumière? Maintenant, j'ai dit, non, non, même pas en rêve. On n'allume pas la lumière, je reste dans la pénombre. J'ai besoin de pénombre. Donc, hop, on prend le bébé, on l'enroule dans une petite serviette, on lui met un petit bonnet. Hop, il m'aide à sortir. Je me mets une à l'aise entre les jambes. Donc, je perds un petit peu de quelques caillots de sang. Je me dis, hop, c'est normal. On va jusqu'à la chambre. On s'installe. Je bois, je mange. Je me mets en pot à pot avec mon bébé. C'est top. Et j'attends. J'essaie de la mettre au sein. Mais elle n'en a pas envie. Je pense qu'elle est un peu fatiguée par la naissance. Donc, c'est pas grave, je reste juste à la regarder. Et au bout d'un moment, mon mari me dit, bon, je vais juste faire pipi, je reviens. Je reviens dans 3 minutes. C'est bon, tu peux rester toute seule avec la petite. Je lui dis, oui, il n'y a pas de souci, vas-y. Il passe la porte de la chambre et forcément, les contractions reviennent. Je pense que j'avais besoin d'être seule. Donc, je me mets à quatre pattes instinctivement. Je sais qu'il faut de la gravité pour que le placenta sorte. Et donc le placenta commence à sortir, mais juste en moitié. Et je vais pas dire que ça me faisait mal, mais c'était quand même très désagréable. Donc bon, je touche, je sens qu'il est en train de sortir, mais pas tout à fait.
Mon mari revient, là il hallucine, la vision. Ah ok, t'as le placenta qui est en train de sortir. Je lui dis aide-moi s'il te plaît, j'ai une autre contraction qui arrive. Je lui dis tu tires pas dessus, mais juste quand je suis dans la contraction, tu mets tes mains sur le côté du placenta et tu l'aides à sortir. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et hop, le placenta tombe sur la lèse, nickel, vraiment en 2 pouces, c'est fait. Ça paraît très simple. Et là moi je suis soulagée. La délivrance, comme on l'appelle. Oui, je me sens délivrée. Ça fait 45 minutes que ma fille est née. Le cordon, il est bien blanc. Ah, je me dis, c'est top. Franchement, là, ça y est. Maintenant, est-ce que je vais faire une hémorragie? Est-ce que je vais pas faire d'hémorragie? Est-ce que je vais devoir aller à l'hôpital ou pas? Donc, j'ai quand même une petite boule au ventre. Je me lève, je dis, il faut que j'aille faire pipi. Et je pense que le placenta, peut-être qu'il n'était pas sorti avant parce que j'avais la vessie pleine, j'avais pas réussi, j'avais pas la force non plus de me lever, la logistique avec le bébé, le placenta, j'étais pas très à l'aise avec ça. Alors que maintenant, je me dis, ben, j'aurais pu mettre le bol pour le placenta dans les toilettes et j'aurais fait pipi et le placenta serait peut-être sorti en même temps. Mais voilà, on n'a pas pensé à ça sur le moment. Donc je me lève, je vais faire pipi, je vois que je saigne un petit peu comme des règles, mais c'est tout. Et ça s'arrête, et je regarde, et il n'y a rien de plus. Et donc c'est tout, ça y est, c'est fini. Et donc bah, j'essaie de me toucher un peu, je vois que je suis gonflée. Je me dis, bon, c'est normal, hein, Julie, tu viens d'accoucher. Mais je vais bien, donc je m'essuie et je retourne dans la chambre, sourire aux lèvres. Ça y est, c'est fait. Donc maintenant, je prends mon téléphone, mon bon élève, et j'envoie un message au binôme de ma sage-femme. Donc ma sage-femme était en vacances, donc elle n'était pas là. Et sa binôme était au courant que je risquais d'accoucher. Alors ça, je ne le savais pas, mais elle lui avait laissé à la sage-femme une petite note en lui disant, voilà, je te laisse le dossier de Julie. Elle va très certainement accoucher pendant ma semaine de vacances. Donc ce sera pour la visite postpartum. Donc je lui ai écrit un message assez long pour lui dire, voilà, je vais accoucher, tout va bien, le placenta est sorti, il est entier. Est-ce que vous pouvez venir? Il était je sais pas, j'ai accouché à 3h57. Le placenta, donc, il est sorti vers 4h30. Donc, dans ces eaux-là, 4h30, 5h, je lui envoie le message. Et elle me répond dans la foulée, peut-être 20 minutes après, en me disant félicitations, si tout va bien, dormez juste, reposez-vous et je viendrai dans la matinée. Et avec une étudiante qui est en compagnonnage, je crois que c'est ça le terme qu'elle a employé. Et donc voilà, ben, c'était fini, tout allait bien. Donc je me suis changée, voilà, j'ai bu encore et on a essayé de dormir. Il était quand même, c'était presque le petit matin, on voyait que la lumière du jour commençait à apparaître et on avait notre grand bébé de 22 mois qui n'allait pas tarder à se réveiller. Donc j'ai envoyé aussi entre-temps un message à mes parents et à mes sœurs pour leur dire que j'avais accouché. Personne ne savait que que j'allais accoucher à domicile. C'est vraiment quelque chose que j'ai gardé pour moi, donc, parce qu'il y avait ce traumatisme, cette mémoire comme quoi c'était difficile d'accoucher à la maison. Et d'ailleurs, ils sauront que j'ai accouché sans aucune assistance médicale en écoutant ce podcast, parce qu'ils sont encore persuadés qu'il y avait une sage-femme. On leur a dit qu'on avait appelé une sage-femme et qu'une sage-femme était venue parce qu'ils n'étaient pas prêts à entendre qu'on avait accouché, que nous, voilà, un vrai accouchement libre. Donc, surprise. Voilà. Mais c'est franchement, ça restera ma plus belle expérience, le plus beau jour de ma vie, je peux le dire. Et moi qui ne souhaitais que 2 enfants, mais maintenant je veux absolument un troisième, un quatrième, un cinquième enfant parce que j'ai juste envie d'accoucher à nouveau. Tellement c'était magique, tellement c'était beau. Alors bah, bien sûr, j'ai eu mal les jours qui ont suivi, j'étais un petit peu gonflée. Ça va, j'ai eu 2 petites éraillures, hein, malgré que j'ai poussé comme une tarée pour faire sortir la tête. Voilà, il n'y a pas eu de déchirure, il n'y a pas eu de traumatisme. Je me suis déplacé le sacrum, donc quand je suis allée voir l'ostéo, ça m'a fait du bien, même si ça s'est redéplacé après et que j'y suis encore retournée pour remettre en place. Mais franchement, on s'en fout. On s'en fout de se déplacer le sacrum en accouchant, même avec une péri à l'hôpital, on peut se déplacer le sacrum, on peut se péter une côte aussi en toussant. Donc c'est rien.
Et je souhaite à toutes les femmes du monde de pouvoir vivre ça. Et je trouve ça tellement injuste que nous, femmes césarisées, on nous oblige presque à retourner à l'hôpital, qu'on nous laisse pas vraiment le choix parce que c'est vrai que je suis passée un petit peu vite sur mes rendez-vous de grossesse parce que je les ai trouvés tellement inutiles, comme le rendez-vous anesthésiste. Vraiment, voilà, où on me dit que je vais avoir quasiment à coup sûr une deuxième césarienne. Donc, il me faut absolument la péridurale. Je dis, ah oui, oui, bien sûr, oui, mais je n'en veux pas. Mettez-le sur le dossier, je n'en veux pas. Ou la gynéco me dit, ah non, vous ne pouvez pas accoucher en salle nature parce que ben, c'est trop dangereux. Ben tiens, j'ai accouché chez moi toute seule et mon bébé, il est vivant, hein. Donc, non, c'était pas trop dangereux d'accoucher en salle nature avec un monito portable parce que j'y serais allée à l'hôpital si on m'avait laissé aller en salle nature. Parce que c'était différent du bloc, voilà. Mais non, parce que je ne veux pas leur jeter la pierre, les pros, eux, leurs études, c'est traiter la pathologie. Donc forcément, eux, ils cherchent la pathologie, ils finissent toujours par en trouver une, bien entendu. Mais euh, ça nous prive de nos accouchements et je sais, bon, les femmes qui très certainement écouteront ce podcast ont vécu au moins une césarienne et donc savent tout l'enjeu de la voix basse, l'enjeu de guérison qu'il y a après. Et ça, enfin, le postpartum, il n'a rien à voir. Moi, j'étais sur pattes quelques heures après avoir accouché et c'est justement la sage-femme qui me disait détends-toi, essaie de rester un peu couché. Voilà, tu viens d'accoucher, tu as fait un gros effort quand même, tu as le cœur qui bat vite, donc repose-toi un petit peu. Alors c'est ce que j'ai fait, je me suis un peu reposée, j'ai demandé donc à mes parents de s'occuper de mon fils, ils sont venus le chercher. Comme ça, on a eu les premières 24 heures de ma fille, juste ben, mon mari, ma fille et moi, pour faire connaissance. Quand on a coupé le cordon, alors je rêvais de faire un bébé lotus, mais on ne s'était pas trop renseigné sur la forme du placenta. On a cru en fait qu'il s'était déchiré. Et donc, on a coupé le cordon peut-être un peu plus d'une heure après la naissance. Et quand la sage-femme l'a examiné et qu'elle m'a dit qu'il était complet, que non, il ne s'était pas déchiré, qu'en fait, c'était la poche. Voilà, la poche que je voyais qui était ouverte et il y avait des caillots encore à l'intérieur. Et j'étais mais, dégoûtée, alors que j'y tenais pas, mais comme quelque chose. Enfin, je rêvais juste d'une voix basse. Donc j'ai eu une voix basse à domicile où personne ne m'a touchée, c'était le must du must. Mais ce petit détail où je m'étais dit, ah, je vais pouvoir peut-être faire un bébé lotus, et que finalement on a coupé pour rien, ça m'a laissé un petit goût d'inachevé, je l'avoue. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça me donne envie de refaire encore un bébé, mais c'est pas une raison. Un bébé lotus n'est pas une raison pour faire un enfant. Même si je me dis, ah bon, allez, ma copine qui est enceinte, elle, j'espérais que pourra le faire et que je le vivrai par procuration. Mais voilà, j'ai compensé en me faisant des smoothies de placenta. Moi qui n'ai jamais mangé de viande crue parce que ça me dégoûte, j'aime pas la viande crue. Mais je tiens à en parler parce que ça, on n'en parle pas pour moi. Celles qui mangent leur placenta, mais c'était les hippies qui vivent juste, je sais pas, à côté de la rivière, là, sur le sol. Non, pas du tout. En fait, c'est des petits bouts gros comme l'ongle du petit doigt qu'on mélange dans un smoothie entier, donc on ne sent rien du tout. Et je peux le dire parce que j'ai fait vérifier, donc je me suis fait 10 jours de smoothie avec des morceaux de placenta. Donc là, c'est la sage-femme qui m'a fait les premiers, qui m'a montré comment faire. Et au bout de ouais, des 10 jours, 2 jours après avoir arrêté les smoothies, je suis allée faire une prise de sang pour voir à combien j'étais de fer. Là, j'en avais beaucoup plus. Mon taux avait grimpé en flèche par rapport à ce que j'avais juste avant d'accoucher. Donc, c'est pour dire à quel point c'est bénéfique et c'est pour ça que je me suis remise très rapidement et que je pouvais, bon, pas faire un marathon, mais que j'étais en forme juste après. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille aussi. J'en ai gardé pour faire de l'homéopathie, que je n'ai toujours pas faite. Il est toujours dans mon rhum. Bon, il faudra que je prenne le temps. Et j'ai eu du mal aussi à jeter ce placenta. Je l'avais au frigo. Je l'ai conservé, je ne sais pas combien de temps, dans mon frigo. Et mon mari me dit, Julie, il faut qu'on le jette. J'étais là, non, mais non, c'est pas possible. C'était
je sais pas, un lien entre mon bébé et moi, et j'aurais voulu peut-être l'enterrer, peut-être, je sais pas, finalement il est parti à la poubelle. Ouais, bah, normalement, les déchets biologiques, on ne doit pas les mettre à la poubelle, mais bon, de la viande avariée, on va la mettre à la poubelle, donc voilà, ça aussi, ça y est parti. Et donc je lui ai dit au revoir, et c'est vrai que j'ai eu l'impression comme de fermer une étape. Du moment où je me suis séparée du placenta, j'avais terminé mes smoothies. Voilà, c'était vraiment la vie à quatre qui commençait pleinement. Et, euh, et ouais, et maintenant j'ai l'impression que, ben, comme si ça avait toujours été comme ça, comme si la naissance à domicile n'était pas si extraordinaire, parce qu'après, ça l'est pas, hein, c'est pas extraordinaire, c'est juste une naissance, ce n'est qu'une naissance. Mais chaque fois qu'on en parle, chaque fois qu'on raconte, les gens ils sont là. Waouh, mais c'est un truc de fou. Et tous, absolument tous, regardent mon mari. Oh, mais c'est toi qui l'as accouché? Oh bordel. Oh bordel. Et chaque fois, je suis là, mais je me mets à crier. Chaque fois, je suis là, mais non, il ne m'a pas accouché, c'est moi qui ai accouché. C'est moi, j'ai tout fait toute seule. Et lui, il dit, ouais, moi quand même, j'étais là pour remplir la piscine, pour la gonfler. Oui, en effet, il a été d'une aide précieuse pour toute la logistique et pour enfin, nettoyer. Bon, il a eu juste à vider la piscine après. Euh, mais l'enfantement en lui-même, c'est moi, hein, ce n'était pas lui. Donc, je me dis que enfin, j'apporte une pierre de plus à l'édifice des naissances naturelles et qu'en le racontant, peut-être que ça va ouvrir des portes dans la tête de d'autres personnes, pas forcément pour des femmes qui ont eu des césariennes, même si j'en suis aussi la preuve que c'est tout à fait faisable. Mais ouais, je me sens investie d'une mission, vraiment, de partager la parole, parce qu'on sait que le savoir, c'est le pouvoir, et on n'est pas assez renseigné. Et j'ai une amie, voilà, qui j'ai raconté cet enfantement juste avant qu'elle accouche, et elle avait l'air très renseignée elle, sur l'accouchement à domicile, et je me suis dit, ah, c'est top, elle va avoir son premier bébé, bon, ben, à l'hôpital, et ça fera son chemin pour son deuxième. Et quand je vois qu'elle en est ressortie bah, traumatisée de son accouchement, elle en pleurait encore un mois après, je me dis, merde, encore une. Voilà, c'est une femme sur trois qui sort traumatisée de son accouchement et c'est pas normal. Et si juste les professionnels nous laissaient faire ce qu'on veut sans vouloir intervenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, on accoucherait à l'hôpital. Enfin, moi, la première, je me dis, s'ils essayaient pas de mettre leurs graines de sel de partout, de faire leurs monito, leurs touchés vaginaux, il faut que ça avance de temps en temps d'heure. Mais non, en fait, c'est pas ça la vraie vie. Et comme je disais à mon mari, si on était allé à l'hôpital, je t'assure que j'aurais encore eu une césarienne, hein. Pas à cause de mes peurs. Alors, parce que bien sûr, oui, mes contractions se seraient arrêtées tellement j'avais peur, mais c'est parce que je l'ai poussé pendant presque 3 heures. Et dans un hôpital, jamais on m'aurait laissé pousser pendant presque 3 heures. On aurait appelé l'anesthésiste, on m'aurait fait utiliser les spatules, les ventouses, tout leur attirail, on m'aurait fait mal encore une fois. Et ça, c'était pas possible en fait. Moi, je, je ne supporte pas, je ne peux même pas me résoudre à ce qu'on me touche à nouveau. Ils m'ont créé un traumatisme tel que, que juste de penser à ce qu'on pourrait me toucher, juste un médecin me touche à nouveau, enfin, c'est la panique totale. Et, et même en m'étant guérie, voilà, je sais que mon corps est capable de donner naissance. Si j'avais une troisième grossesse, ben, j'y retournerais pas à l'hôpital. Oui, une sage-femme à domicile, ok, pour rassurer mon mari que j'appellerai pendant que je serai en train de pousser pour qu'elle arrive au moment de la délivrance. Parce que ça me convient, mais en fait, plus jamais on me fera un examen et on me dira quoi faire pour enfanter parce que c'est pas ça la vie. Et, et voilà, moi j'aimerais juste dire aux femmes ça qu'on peut le faire et qu'il faut juste s'écouter, avoir confiance et lâcher prise et être, enfin, et vraiment s'informer. Parce qu'en fait, quand on s'informe, on sait, voilà, moi je savais que si entre les contractions, j'avais une douleur très aiguë ou si je me mettais à perdre beaucoup de sang, ben, ça voulait dire que j'avais peut-être un début de rupture utérine. Alors que même la gynéco, quand même, que j'ai vue à l'hôpital, m'avait dit, je ne vais pas vous faire peur avec ça, parce que vous avez très peu de chances de faire une rupture utérine. Voilà.
Elle me l'a dit. Donc, tous ces gynécos qui disent, ah non, il faut absolument mettre la péridurale à 3, sinon, hein. Ben non, en fait, non, ils veulent juste nous faire peur. Et j'ai été contente de tomber sur des pros qui ont compris mon projet d'accouchement physiologique, qui ont compris que j'allais pas gober n'importe quoi. Et, et j'ai même envie, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas son numéro direct, mais j'aimerais appeler cette gynéco que j'ai vue pour lui dire que j'ai accouché à domicile et que ça s'est très bien passé. Bon, je l'ai vue 2 fois, elle se rappellera peut-être pas de moi, mais peut-être qu'elle s'en rappellera. Et, et je sais pas, peut-être que ça ferait un petit peu changer les mentalités aussi que la prochaine fois qu'une femme dans mon cas viendra lui dire, moi j'accouche en salle physio ou je ne viens pas, eh bien elle dira OK pour la salle physio, parce que sinon la maman ne viendra pas, tout comme moi je n'y suis pas allée. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il faudrait que les pros écoutent un petit peu plus les femmes. Voilà, je pense que c'est nécessaire. Ouais. Je suis extrêmement, extrêmement touchée par ton témoignage qui est... Merci. J'en ai des frissons partout. Ouais, ben, ça n'a pas été facile à vivre parce que quand je le raconte, c'est vrai que je n'ai pas trop préparé non plus cet entretien parce que je voulais vraiment que ça sorte tout seul. Alors, il y a des choses que j'ai un petit peu dit à l'envers, j'ai peut-être pas tout dit, mais, euh, mais je pense que c'était important pour moi de raconter voilà, ce que j'ai dit. Je pense que enfin, raconter comment s'est passé mon accouchement. Je pense que pour moi, c'était ça le plus important pour donner des détails parce qu'on manque de détails. J'ai l'impression que sur tous les podcasts que j'écoute, parce que j'en écoute beaucoup, il n'y a pas assez de détails. Voilà, et on a besoin de ça quand on a peur, quand on a une césarienne et que bah, même si c'est notre deuxième bébé, ou troisième ou quatrième, en fait, c'est notre premier accouchement par voie basse. On a besoin de savoir. On a besoin voilà, qu'on nous dise les petites choses que personne nous dit. Et bon, bah, il y a peut-être des détails qui resteront finalement pour mon mari et moi, et des petites anecdotes rigolotes. Ah si, si, je vais quand même te partager une petite... il avait une petite lampe pendant que, pendant que j'étais en train d'accoucher pour regarder dans l'eau. Et, et il m'a dit, quand la tête est sortie, il m'a dit, ah, la tête, elle est dehors. Ça y est, elle est sortie. Je lui ai dit, ouais, je m'en suis rendu compte. Ouais. Vraiment, il m'a informé que la tête était sortie. J'étais là, mais mec, tu le sens? Moi, je viens de la sortir, là. Par mon vagin, oui, j'ai bien senti. Et ça m'a fait rire. Et voilà, et de toucher la tête. Et une amie m'avait dit, prendre des photos parce que ce sera inoubliable. Alors, je lui avais sorti mon Polaroid avec 8 petites photos blanches. Et tout le long du travail, il a pris des photos. Et donc, j'ai l'avant-dernière photo qu'il a prise, justement, c'est quand la tête est dehors. Et c'est juste pendant la poussée suivante où le corps, voilà, où les épaules sont sorties et tout le corps. Et c'est fantastique parce que j'ai un souvenir. Et la photo d'après, ben, j'ai mon bébé dans les bras, enfin, un sourire béat. On voit pas, enfin, on dirait pas que j'ai accouché 30 secondes avant. Et je pense que c'est la plus belle série de photos de ma vie. Et je remercie aussi mon fils, même s'il n'a pas eu la chance de naître de cette façon. Et j'en pleurerai toute ma vie, je pense. Mais, euh, mais grâce à lui. Sa sœur, oui, elle aurait pu avoir cette naissance respectée. Et je le vois sur ma façon d'être mère et sur la façon dont est mon bébé. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. La naissance, ça fait tout. Ça fait tout. Donc faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui change et que les bébés puissent naître de façon plus douce. Parce que mon fils, il en souffre encore aujourd'hui, hein. Il y a des choses. Il y a des choses qui ne se guérissent pas et il y a un lien. Voilà, il y a quelque chose. Je ne peux pas entendre mon fils pleurer. Si mon fils et ma fille pleurent, ma fille, elle a beau avoir seulement 3 mois, c'est vers mon fils que je vais aller parce que je peux pas.
c'est une détresse pour moi. Alors que elle, je sais qu'elle ira bien. Elle est forte et on a eu une naissance douce, donc ça ira pour elle. Mais mon fils, tu vois, il y a quelque chose, voilà, c'est encore le plus faible, alors que c'est le plus grand, mais c'est encore le plus faible des deux. Donc, voilà, je lutterai à vie pour, pour lui donner la vie la plus douce possible et voilà, qu'il grandisse convenablement et il s'épanouit. De toute façon, c'est un enfant très heureux, mais pour réparer ça, voilà, je mettrai tout en œuvre pour qu'il atteigne ce niveau de tranquillité et de béatitude qu'a ma fille qui s'endort partout, qui est le bébé le plus heureux du monde et qui est sereine. Voilà, lui amener la sérénité que lui n'a pas encore, en tout cas. Voilà, c'est mon legs pour ben, le monde des femmes et des naissances. Ouais. Mais merci pour les femmes, merci pour les naissances. Et finalement, bah, cette naissance-là, elle a été positive pour toi, elle a été positive pour ta fille, elle a été positive pour ton mari, elle est positive aussi pour ton fils finalement, parce que d'une certaine façon, tu lui montres aussi pour son futur qu'il y a plusieurs possibilités et que ça s'arrête pas juste à ce que dit la majorité en fait, et ça vaut pour tous les domaines de la vie. Donc Ouais. c'est une incroyable transmission aussi pour lui. Oui, bah oui, oui, je pense aussi parce qu'il connaîtra bah, son histoire, bien entendu, l'histoire de sa sœur. Il lira très certainement le livre Les bébés naissent aussi autrement. Je ne sais plus exactement quel est le titre du livre sur les naissances à domicile pour bah ouais, qu'il soit un soutien pour sa future femme. Bon, bah, si c'est un mari qu'il a, c'est un mari, et bon, il n'y aura pas de naissance de bébé, mais que s'il est marié à une femme, enfin marié en couple en tout cas, s'il devient papa un jour, euh, qu'il puisse soutenir voilà, sa partenaire dans ses décisions et qu'il comprenne que même si le bébé se fait à deux, c'est son corps et c'est elle qui décidera en fait. Parce qu'une maman qui va pas bien, c'est un bébé qui ne va pas bien et un couple qui explose. euh, Parce que moi, mon couple aurait carrément explosé là. On en était arrivé à un point où moi, c'était plus possible. Voilà, il fallait que mes choix soient respectés pour que je puisse aller de l'avant. Donc, ouais, j'espère en faire un homme, voilà, un homme conscient de tout ça, un homme bon et qui ne s'imposera jamais à sa partenaire en ce qui concerne la naissance, voilà, qui respectera le monde de la naissance. Oui, tout à fait. Et je me dis que je sais pas si ton mari serait à l'aise avec ça, mais je trouve que ça manque aussi de récits pour les hommes. Ouais, Et ton histoire, vos histoires en parallèle peuvent être tellement inspirantes aussi pour les papas. Si ça lui dit, ce serait avec plaisir d'enregistrer ouais, aussi sa version, bah, pourquoi pas, de ces deux expériences de naissance tellement différentes et donc de ces deux ressentis mais oui, complètement différents aussi. Peut-être que lui, ça peut aussi l'aider à faire comme un dézoom sur la situation et à voir à quel point il a lui aussi avancé et oui. Ah bougé, oui, parce que changé, oui, euh, et à quel point il peut apporter lui aussi sa pierre à l'édifice pour les hommes. Parce que, encore une fois, quand je fais des séances avec des couples, les hommes se disent, ben, moi, c'est quoi mon rôle? J'ai rien à faire. Alors qu'en ah, fait, ils peuvent avoir ils ont très beau rôle. bien Eh sûr. ouais, c'est ça. Et que bah, Ben oui, avec plaisir, mais je vais lui en parler, hein. Je vais lui en parler et s'il est d'accord, j'espère. Et c'est vrai que ce serait génial d'avoir son point de vue à lui aussi. Parce que c'est vrai que je lui ai demandé, justement, pour avoir son point de vue, comment lui, il avait vécu les choses. Parce que comme il s'est levé qu'à 2 heures du matin et que ma fille est née à un peu moins de 4 heures, pour lui, ça a duré 2 heures. Et je lui ai dit, mais c'est très rapide. Et- et alors que pour lui, voilà, c'est pas du tout le même ressenti. C'était pas lui qui avait les contractions, lui, il était spectateur. Mais voilà, il avait toute la logistique. Et je pense aussi que ça pourrait être très intéressant. Et même, alors c'est sûr, si nous, en plus, on peut avoir cet audio et pouvoir le faire écouter à notre fille plus tard, et même à notre fils, parce qu'il pourra raconter, il pourrait voilà, raconter aussi comment il a vécu la naissance d'Evan.
On en est sortis traumatisés tous les deux, hein. J'ai parlé de moi parce que c'était moi qui parlais aujourd'hui, mais c'est vrai que quand il est né, quand on est revenu en chambre, on était blancs comme des linges tous les deux, malgré le teint basané que lui il a, vu qu'il est colombien. Et je peux t'assurer qu'il m'a dit, on n'aura jamais d'autres enfants. Voilà. Il m'a dit, c'est fini. C'est tellement, tellement ça a été dur. Donc ouais, je vais lui en parler, j'espère. J'espère qu'il acceptera. Ouais, mais en tout cas, ce sera avec plaisir parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de faire une série pour permettre justement au papa de savoir quelle est les autres possibilités en fait Oui, s'offrent à eux, autres que le simple visiteur de la maternité qu'ils sont oui, à l'hôpital en fait. oui. Ils sont juste là pour tenir la main de leur femme, la coacher vaguement et tomber dans les pommes pour faire comme dans les films parce que ça fait bien. Voilà. Éventuellement donner un bain si tout va bien, puis voilà. Oui, ouais, oui, c'est vrai qu'on on leur apprend pas. Enfin, on leur dit rien. C'est vrai, ils ont rien, ils ont rien. Mais c'est vrai que moi, je lui avais fait écouter un podcast d'un papa qui parlait d'une naissance justement pendant ma grossesse parce que voilà, il n'y en a pas. Et j'en avais trouvé un récit, je sais plus sur quelle plateforme, et je lui avais fait écouter et ça lui avait plu. Mais c'est vrai que j'en ai trouvé un, alors que moi j'ai écouté 200 épisodes de Bliss, 56 épisodes de La Matrescence. J'ai découvert malheureusement seulement en fin de grossesse le tien de podcast. Et voilà, pour les femmes, il y en a, mais pour les hommes, non. Et c'est vrai que tant que eux, ils ne seront pas plus informés, nous, ça nous fera double charge. On continue d'avoir la double charge de nous informer et de les informer parce que personne ne le fait. Tout à fait. Et puis surtout, bah, de nous plier à leur peur parce que Oui, s'ils ne s'informent pas, bah, ils souhaitent quand même aussi parfois imposer leur choix en disant non, je ne veux pas que ce soit à la maison parce que s'il se passe quelque chose, j'ai la responsabilité. Mais en même temps, du coup, bah, informe-toi. Ça, je oui, réfléchis vraiment. Qu'est-ce qui pourrait se passer plutôt que de dire s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qui pourrait se passer oui, et comment réagir s'il y a vraiment besoin. Et puis surtout, avoir confiance, en fait, tout simplement. Donc, oui, c'est vraiment chouette. ouais, Mm. Ouais. Bah, merci encore, vraiment. C'était avec plaisir. très, très, très. Riche en émotions. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important c'est pour ça que j'aime bien expliquer comment ça fonctionne chez moi, c'est-à-dire que c'est en mode improviste parce que c'est les Oui, émotions du moment. oui, Donc, tout le monde les vit aussi à travers toi et c'est encore plus parlant en fait pour les femmes, encore plus pour les femmes enceintes évidemment. oui. Mais c'est beaucoup plus parlant que quelque chose qui est un petit peu plus carré. Voilà. Oui, c'est vrai que si, voilà, que quand tu suis des questions, comment ça s'est passé à tel moment, il y a moins d'émotions. Moi, c'est vrai que quand on me pose des questions et que je réponds de questions factuelles, je peux te raconter les détails de ma césarienne en restant très calme. Mais voilà, si je me replonge dans mes souvenirs comme j'ai fait là, ouf, euh, c'est impossible. J'ai encore les images, j'en pleure encore et bon, j'en pleurerai toute ma vie. Voilà, Oui. Et en même temps, tu as réussi à transcender cette naissance-là, ouais, justement en voyant la beauté oui, derrière cette période sombre, en voyant que justement aussi c'est grâce à cette naissance-là, c'est donc grâce oui, aussi, comme tu l'as dit à ton fils, que oui, ben voilà, tu en es sur ce chemin-là, qui est peut-être effectivement, tu n'aurais pas du tout été sur ce chemin et tu n'aurais pas cette espèce de. C'est pas une espèce de, parce que j'ai ressenti la même chose, mais cette mission oui, de vie, en fait, tu sens qu'il y a ce besoin d'informer, ce besoin de dire, mais bon sang, on se réveille ouais. là, il y a d'autres choses C'est tellement ça. Oui, belles. Allez-y. oui, mais c'est exactement ça. Mais personne nous le dit, mais même les sages-femmes physio, pas très physio, hein, elles ne disent pas tout ça. Parce que moi, quand j'ai donné le nom à la sage-femme qui me suivait, de celle qui avait accepté mon AAD,
Elle m'a dit, ah oui, ah, mais je la connais, je suis quatre femmes qui vont accoucher avec elle. J'étais là, mais tu pouvais pas me donner son nom avant quand je t'ai dit que je n'irais pas à l'hôpital, quand j'ai pleuré dans ton cabinet 6 mois d'affilée, que tu me faisais de l'acupuncture parce que je dormais plus du tout, tellement j'étais stressée. Mais tu pouvais pas me le dire avant? Parce qu'on ne croit pas en nous. Elle dit non, elles vont pas accepter, mais sauf qu'au cas par cas, des fois, elles acceptent. Et bon, moi j'ai eu une bonne étoile, enfin une bonne étoile. Oui, une bonne étoile qu'elle a acceptée, mais c'était juste, je pense, pour nous redonner cette confiance, enfin, pour la donner à mon mari. Moi, j'avais pris ma décision de toute façon. C'était à la maison et je suis même heureuse qu'elle n'ait pas été là parce que j'ai eu ce que je voulais et je n'ai pas eu à dire non à un seul monito, à un seul toucher vaginal. Enfin, j'ai rien eu. Et, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Voilà. Ouais, je comprends maintenant. Alors que pour moi, c'était, enfin, ma copine qui l'a fait, pour moi, c'était une folle. Et 1 mois et demi après ma césarienne, elle me raconte qu'elle a accouché comme ça, ben voilà, à domicile, etc. Je me dis, mais t'es folle, si jamais il y avait eu, enfin, j'étais moi aussi dans ce déni parce que je pensais que l'hôpital m'avait sauvée jusqu'à ce que je déconstruise, voilà, tout ce qui s'était passé, la cascade d'intervention, ce que j'ai tout eu. Voilà, il faut informer les femmes. Et elle, elle m'avait planté cette petite graine quand même, parce que c'est elle, et je l'ai remerciée. Et c'est ma fille n'avait pas 5 minutes que je lui disais à mon mari, envoie-lui une photo. Tu lui envoies, tu prends mon téléphone et tu lui envoies une photo de la naissance, là, de la petite. Il faut qu'elle voie, il faut qu'elle sache que j'accouche à la maison. Et on est resté au téléphone jusqu'à ce que le placenta, quand je lui ai réécrit, quand le placenta est sorti, je lui ai dit, ça y est, le placenta est sorti et c'est fini, ça y est. Et elle en pleurait de joie parce que, voilà, parce qu'elle m'avait aidé aussi à sa façon à me guérir. Enfin, et moi, je sais que je vais pouvoir aider quelqu'un d'autre. Voilà, si je peux ne serait-ce qu'aider une personne, voilà, j'aurais fait mon job. Ouais, exactement. Du Mm, coup, vraiment, encore une fois, merci, avec merci plaisir. à confiance d'avoir partagé tes expériences, tes émotions et voilà, c'était vraiment magique. Merci, merci à toi. Du coup, ouais, je te souhaite une très belle fin de journée et, euh, et à bientôt. Ça marche, belle fin de journée à toi aussi, à bientôt, bon après-midi.